Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui de Simplicure. J'ai la chance d'être avec Pierre et Étienne de eBiody et Aminogramme. Et aujourd'hui, on aura un webinaire sur le muscle squelettique et santé, l'intérêt de la bioimpédance-métrie. Pierre, Étienne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, merci de nous avoir invités sur cette Bonjour. session de webinaire. Très bien, merci. Super. Alors, comme à chaque fois, c'est un webinaire qui est interactif. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Différentes possibilités. Soit vous pouvez directement chatter avec nous. Donc, il y a un chat. C'est vos messages. On y répondra directement. Ensuite, il y a un onglet dédié aux questions. Vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra avec Pierre et Étienne dans la foulée à la fin du webinaire. Et on a même un petit questionnaire à la fin du webinaire quand vous quittez pour nous aider à nous améliorer sur les prochains sujets de webinaire. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Étienne Gouraud, qui est docteur en physiologie de l'exercice. Étienne, je te laisse la parole pour présenter le webinaire. Oui, bonjour. Merci déjà pour l'invitation. Donc, au cours de ce webinaire, en fait, je vais surtout aborder la question du muscle squelettique, de son intérêt pour la santé, parce que c'est souvent un organe qui a été oublié, qu'on oublie encore un peu, mais pourtant qui est vraiment prépondérant dans la santé. Étienne, ça va pour changer les slides? Oui, non, attends, hop, il y a ma présentation s'est enlevée. Je suis désolé pour ce petit. Tu peux partager sinon ton écran si tu préfères. Contretemps. Hop. Non, c'est bon. Normalement, là, vous allez voir mon écran. Voilà, Hop. on voit l'écran. Super. Est-ce que sur le chat, dites-nous si vous voyez bien l'écran d'Étienne. Ouais. Donc, pour reprendre un peu au niveau de la biologie, le muscle squelettique, en fait, il a vraiment trois fonctions principales. Une première fonction qui est vraiment la locomotion, donc de nous faire bouger. Une fonction de posture, de nous maintenir debout, de maintenir notre position, etc. Et une fonction, en fait, qu'on oublie un peu trop souvent, mais qui est la moins connue, qui est la thermorégulation. En fait, c'est vraiment notre muscle qui maintient notre température corporelle, notamment par le réflexe de frisson. Et toutes ces fonctions, en fait, sont faites par un mécanisme qui est simple, qui est la contraction musculaire. Donc, soit pour soulever des charges, soit pour se maintenir, soit pour les retenir. Et ça va vraiment être très dépendant de la production de la force du muscle squelettique. Et en fait, souvent, quand on pense production de force et muscle squelettique, on voit très souvent, en fait, le côté sport, performance, soulever toujours plus lourd, la musculation, etc. Mais moi, en diapo d'introduction, j'avais des haltères pour illustrer mon propos. Mais on oublie souvent qu'en fait, le muscle squelettique, ça sert à des activités simples, par exemple, comme monter des escaliers, porter des courses, ou même cuisiner, pour se tenir debout, couper des légumes, etc. Et donc ça, en fait, c'est vraiment super important. Et lorsqu'on pense aussi en termes de force, on doit aussi penser en termes de fatigue et d'endurance musculaire. Alors, la fatigue musculaire, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on appelle communément dans la vie courante la fatigue. En fait, ça se définit par la diminution de la capacité du muscle à produire de la force ou de la puissance qui va être induite par un exercice ou réversible par le repos. Et quand on pense exercice, il ne faut pas penser que sport. Pour un corps humain, monter des escaliers, porter des courses, soulever un enfant, etc., ou même se lever d'un siège, ça peut être considéré comme un exercice. Et en fait, notamment, dans beaucoup de cas, que ce soit au niveau pathologique, dans le vieillissement, mais aussi au cours du temps, on peut avoir une détérioration de cette résistance à la fatigue, donc de l'endurance. Et en quoi ça, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant? C'est parce qu'en fait, ici, si on regarde sur ce graphique, à gauche, vous avez en fait
une personne qui va réaliser un exercice, et en fait, cet exercice, elle va créer une fatigue, qui est représentée ici en noir en trait plein, ce qui va en fait baisser la résistance à la fatigue. Donc, il va créer en fait un terreau à la fois où on va être moins endurant, mais en plus, on va commencer à avoir un peu de fatigue. Et vous voyez qu'en fait, à la fin de cet exercice, notre corps, il va récupérer si on se repose. Sauf que ici, vous voyez que pour quelqu'un de normal, ça crée une certaine intensité, ça crée une certaine fatigue. Pour quelqu'un qui a une baisse de la résistance à la fatigue, vous voyez que à la fois cette résistance, cette fatigue créée par l'exercice est bien plus importante et on met bien plus de temps à récupérer. Sauf qu'ici, on parle d'un exercice qui est ponctuel. Sauf qu'on sait très bien que dans la vie courante, en fait, notre vie est faite de répétitions d'exercices. Et donc, à ce moment-là, chez des personnes qui ont des baisses de la résistance à l'exercice, on va voir que alors que quelqu'un qui a une endurance normale, si on répète les exercices, il a le temps de récupérer entre chaque. Et donc, du coup, il ne va pas se fatiguer, alors que dans le cas inverse, en fait, on va avoir une fatigue créée qui est bien plus importante, un temps de repos qui va être beaucoup plus long. Mais si on refait un exercice par-dessus, on n'a pas le temps de revenir à notre état normal. Et donc, en fait, on va réaccumuler de la fatigue petit à petit. Et ce qui va faire qu'en fait, au bout d'un moment, on va être de moins en moins endurant, mais aussi on va accumuler beaucoup plus de fatigue, ce qui va en fait créer aussi, si on est beaucoup plus fatigué, on a tendance à moins bouger. Donc, on va être beaucoup moins endurant. Et ça, vraiment, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours du temps, cette diminution de la force et de la résistance à la fatigue, en fait, elle va entraîner une baisse de la capacité des gens à réaliser des activités au cours du temps. Et comme je disais, ça ne va pas forcément être le fait de courir des sprints, aller courir, etc. Ça peut même être parfois des activités très simples, comme monter des escaliers, soulever des choses, se lever d'une chaise. Et pour essayer, en fait, de vraiment traiter ça, ou au moins le prévenir, il faut bien comprendre les causes à la fois de cette baisse de la capacité à produire de la force, mais aussi ces baisses de l'endurance musculaire et la création de la fatigue musculaire. Et en fait, la fatigue musculaire, elle peut provenir de deux endroits, soit directement du muscle squelettique en lui-même, soit du système nerveux central. Et un premier exemple, au niveau vraiment du muscle squelettique, on peut avoir soit une baisse de la masse musculaire, une altération des mécanismes qui vont être responsables de la contraction musculaire. Ça veut dire que vraiment, notre muscle, même s'il a une masse suffisante, en fait, il est moins capable de produire de force avec la contraction. Elle est totalement dysfonctionnelle. Et on va avoir aussi cette baisse de l'endurance musculaire qui est en fait surtout la capacité à maintenir et à répéter des contractions sans vraiment de fatigue ou sans en créer trop. Au niveau central, en fait, on va avoir des choses qui sont vraiment aussi psychologiques, qui peuvent être physiologiques, mais en fait, vous allez avoir aussi des difficultés parfois à se mouvoir. Ça peut être créer des mouvements qui demandent qu'on produise plus de force, donc on crée plus de fatigue. Le stress, l'anxiété, la dépression ou les douleurs sont aussi des choses qui vont en fait augmenter la perception de la fatigue et pouvant aussi créer de la fatigue musculaire, créer d'autres choses. Si certains d'entre vous font du sport, notamment des sports d'endurance ou même, par exemple, aller à la salle, on a toujours un peu ce moment où quand on est fatigué, quand on a eu une journée difficile, mais on n'a pas envie d'aller s'entraîner. On est fatigué, on se dit « Oh, là, pas trop ». Et en fait, on sait parfois que ça va nous faire du bien, mais c'est vraiment un symptôme de ce phénomène-là, en fait. Et notre muscle et notre cerveau n'évoluent pas en vase clos. Les deux communiquent via les nerfs. Et en fait, notamment pendant l'exercice, on a aussi le muscle en fait, qui envoie des signaux au système nerveux central pour le tenir au courant un peu de son état. Et en fait, que le système nerveux central module aussi son activité et les demandes de l'exercice en fonction de l'état du muscle squelettique, notamment pour éviter des blessures, par exemple. Si on parle dans le sport de haut niveau, mais pour éviter qu'aussi le muscle se dégrade encore plus, si on est le cas dans le cas d'une pathologie. Et en fait, ça, on le voit dans pas mal de pathologies, notamment la drépanocytose dont je vais parler juste après, où en fait, on va avoir des augmentations des sensations désagréables provenant du muscle squelettique qui, en fait, vont inhiber encore plus au niveau central, ce qui va faire qu'on va créer de la fatigue, on va créer aussi moins d'envie de bouger, etc. Et ça, en plus, il faut y rajouter, parce que là, je vous parle vraiment du système nerveux et du muscle squelettique, et il faut y rajouter aussi tout ce qui va être
les sensations au niveau des maladies cardio-respiratoires, par exemple de l'essoufflement, d'autres douleurs, des douleurs à d'autres endroits que musculaires, mais aussi parfois des facteurs psychosociaux, que sont l'isolement, que sont des difficultés à réaliser des activités de la vie courante, qui peuvent parfois en fait favoriser le stress, l'anxiété, la dépression. Et en fait, ça va créer vraiment des états qu'on appelle de fragilité chez les personnes. On parle vraiment de fragilité chez les personnes âgées, mais à l'heure actuelle, on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément âgés, qui sont dans des états physiologiques fragiles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas forcément malades, ils ne sont pas dans un état de santé optimal, ils sont un peu dans un entre-deux, où si jamais il y a des détériorations, ça peut créer des choses qui peuvent parfois être très graves. C'est vraiment des personnes à risque. Et un exemple en fait de ça, c'est vraiment la drépanocytose. Donc pour le contexte, en fait, la drépanocytose, c'est une pathologie du globule rouge qui va se caractériser par de nombreuses complications cardio-respiratoires, donc des sensations d'essoufflement, beaucoup de douleurs, une perception à la douleur qui est accrue. Ce qui fait que c'est des gens en fait qui ont une baisse de leur capacité fonctionnelle. Ils bougent moins, mais aussi parce qu'ils ont moins de capacité à bouger normalement. Et parmi aussi tout ça, il y a des altérations musculaires en fait qui sont une baisse de la force et de la masse musculaire et aussi une augmentation de la fatigabilité musculaire associée à une perception de l'effort accru. Donc ça, en fait, pour le contexte, c'est des travaux que j'ai effectués pendant ma thèse et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait un exercice musculaire, type musculation à des patients atteints de drépanocytose, ils vont vraiment déclarer à la fin, même si on leur a fait à la même intensité qu'un sujet sain, ils vont vraiment déclarer à la fin qu'ils se sentent bien plus fatigués et en fait, même physiologiquement, on voit bien plus de fatigue. Et en fait, une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces altérations musculaires elles vont être impliquées dans la baisse de la capacité fonctionnelle ? Vraiment, c'est comme je vous l'ai expliqué, voilà, tout ce principe-là, c'est ce que ça peut s'appliquer aux patients atteints de drépanocytose. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette capacité fonctionnelle, on la mesure par un test qui s'appelle le test de marche. On demande aux gens de marcher entre deux plots pendant 6 minutes et la distance qu'ils parcourent, ça nous permet en fait de connaître leur capacité fonctionnelle. Et en fait, on voit que les patients drépanocytaires, donc ici SS et SC, qui sont deux formes de drépanocytose, parcourent moins de distance au test de marche, donc ont des capacités fonctionnelles qui baissent. Et en fait aussi, ce qu'on voit, c'est que ce qui peut expliquer en partie cette distance moins importante, ça paraît logique, mais c'est qu'ils marchent moins vite. Et qu'en fait, du coup, ils ont une fréquence de pas qui est beaucoup moins importante que des sujets sains. Et nous, on s'est posé la question de savoir, en fait, comme je vous l'ai dit, le muscle squelettique, comme il est à la base du mouvement, on s'est dit, s'ils ont une fréquence de pas moins importante, c'est peut-être que, en fait, soit ils se créent de la fatigue petit à petit. Donc, on est allé voir si, effectivement, il y avait la création d'une fatigue musculaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même si les patients drépanocytaires, ici, ce que vous voyez sur le petit graphe où il y a marqué torque, qui correspond à la force, en fait, même s'ils ont beaucoup moins de force, ils produisent moins de force que les patients, que les sujets sains, en fait, au cours de l'exercice, avant et après, on ne voit pas de baisse de force qui est caractéristique notamment de la fatigue musculaire. Donc, en fait, ils ne développent pas de fatigue musculaire au cours de l'effort. Et donc là, en fait, on s'est posé la question, on s'est dit, ok, peut-être que c'est lié aux capacités cardio-respiratoires, mais bon, en fait, ça paraît un peu compliqué parce qu'ils ne déclaraient pas, en fait, être essoufflés. Et donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de gène cardio-respiratoire, et en plus, ils ne déclaraient pas être plus fatigués. Et en fait, en cherchant un peu, en réfléchissant, on s'est rendu compte que en fait, c'était plutôt le mécanisme inverse, c'est qu'en fait, ils avaient tendance à adopter spontanément une vitesse de marche qui faisait qu'ils n'allaient pas entraîner de fatigue derrière. Donc en fait, que le corps, pour se protéger, avait tendance en fait à choisir spontanément des conditions dans lesquelles il n'allait pas être challengé entre guillemets, mais surtout dans lesquelles il ne s'allait pas entraîner plus de choses. Et en fait, cet exemple, il est vraiment parlant, c'est qu'il faut bien comprendre que le moment où, ça je vais le représenter après, mais le moment où en fait on commence à avoir des limitations qui deviennent vraiment importantes, c'est vraiment qu'on a une détérioration très très importante et qu'on a passé l'état de fragilité que je vous présente ici. On a vraiment une détérioration très importante déjà du système musculo-squelettique, mais que des dysfonctions qui sont un peu plus silencieuses, en fait, sont déjà présentes et sont silencieuses parce qu'en fait, notre corps a tendance en fait à s'auto-limiter pour éviter de se dégrader encore plus.
Et ça, en fait, c'est quelque chose, si on prend l'exemple ici de la sarcopénie et de la dénutrition, qui est souvent les prémices de l'état de fragilité, mais cette sarcopénie, elle se retrouve en fait chez des patients atteints de pathologie chronique, dans le vieillissement, mais aussi on peut retrouver des états un peu plus fragiles chez des gens qui sont assez sédentaires. En fait, elle va entraîner cette baisse de la capacité fonctionnelle parce qu'on va avoir tendance un peu à s'auto-limiter. Cette capacité, la capacité fonctionnelle, comme je vous le disais, en fait, elle va entraîner des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne, ce qui fait aussi que tout devient un peu plus difficile petit à petit et qu'en fait, comme ça génère beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété parfois aussi, parfois même des dépressions, on va avoir tendance en fait à moins bouger. Sauf que si on bouge moins, notre muscle, il est moins sollicité. Et le muscle, en fait, s'il est moins sollicité, il a tendance à baisser en force, baisser en masse. Donc, on va aggraver cette sarcopénie ou nos dysfonctions musculaires, ce qui fait qu'on va encore en plus augmenter la difficulté à réaliser les activités de la vie quotidienne, ce qui va augmenter parfois l'isolement parce qu'on est moins capable de réaliser des activités sociales, de voir des gens, ou si on peut les voir, on les voit moins longtemps. Donc ça devient compliqué. Et en fait, on va petit à petit arriver dans cet état de fragilité via ce cercle vicieux. Et en fait, il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment en fait soit prévenir, soit vraiment prendre en charge efficacement ces dysfonctionnements au niveau musculaire, parce que en fait, il faut éviter qu'on arrive dans ce cercle vicieux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la vie, la force maximale, en fait, elle atteint un pic au niveau de la trentaine et qu'après, elle va diminuer. Elle va diminuer plus ou moins vite, mais même si on fait du sport, elle va diminuer. Et en fait, ce qui est important, c'est que si elle va diminuer, l'idée, c'est surtout qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on a tendance à s'auto-limiter. Puis après, on a un seuil, en fait, où on va devenir vraiment dépendant. Ça va être très compliqué. Et en fait, l'idée, ça va vraiment être de se dire, même si elle va décroître, il faut que tout au cours de notre vie, on le prévienne, qu'on parte de haut et qu'on essaie de limiter au maximum la perte pour arriver à la fin, à un moment où, en fait, on ne va pas être limité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à faire parfois, à entendre aux gens, c'est qu'en fait, les choses qu'ils vont faire à 35-40 ans en termes de sport sont déterminantes pour les 20, voire 30 prochaines années de leur vie. Vraiment. Parce que si vous avez une masse musculaire qui est moins importante, que vous êtes atteint d'un cancer, vous êtes plus à même de développer ce qu'on appelle une cachexie et vous avez deux fois moins de chances de survivre à une cachexie. Donc, c'est vraiment en fait un investissement sur votre santé. Et une partie de la diminution de la force, en fait, elle est provoquée par une diminution de la perte de masse musculaire. Donc, en fait, il faut vraiment contrôler et maintenir ces deux paramètres au cours de la vie. Et vraiment, et ça, pour en fait les maintenir, il y a deux choses qui sont vraiment primordiales. Il y a l'exercice physique et la nutrition. La nutrition, essentiellement parce qu'il faut, au niveau musculaire, avoir une nutrition équilibrée, mais surtout un apport protéique adapté. Mais en fait, cet apport protéique adapté, on pense souvent que juste rajouter des protéines, ça va ajouter du muscle. Non, il faut ajouter des protéines, mais le principal stimulus de synthèse de la masse musculaire, c'est vraiment l'exercice physique et particulièrement les exercices de musculation et de renforcement musculaire. Donc, il faut vraiment les deux en même temps. Parce qu'en fait, si on prend vraiment les choses au niveau de la sarcopénie et de cette baisse de masse musculaire, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est responsable de la contraction, en fait, c'est des protéines qu'on appelle les sarcomères. Et que, en fait, avec la baisse de masse musculaire, c'est qu'on a de moins en moins de sarcomères. Et si on a de moins en moins de sarcomères, on produit moins de force. Et donc, on a besoin d'un apport protéine adéquat, en plus de l'exercice physique. Et en fait, au sein de notre muscle, il y a toujours une balance entre la synthèse et la dégradation protéique. Et si on prend au cours du vieillissement, mais là, ici, je prends vraiment l'exemple du vieillissement parce que c'est le plus connu, mais c'est le cas. Le vieillissement, il commence à partir de 30 ans d'un point de vue biologique, au niveau musculaire. En fait, c'est qu'on a une augmentation petit à petit de notre stress oxydant et de l'inflammation au niveau musculaire, qui peut être de bas grade. Et ça, en fait, ça a tendance à activer les systèmes au sein de notre muscle qui vont dire « Ok, on va dégrader les protéines ». Ce qui fait qu'on a une augmentation de la dégradation protéique. De l'autre côté, très souvent, en fait, avec le vieillissement,
on a de moins en moins faim, on mange de moins en moins bien, parfois, souvent aussi, et donc on baisse notre apport protéique. Mais aussi, on a quelque chose en fait qui fait qu'au niveau musculaire, notre muscle répond moins bien en fait aussi aux stimuli anaboliques, c'est-à-dire de création de masse musculaire. Il devient un peu plus sourd à ces signaux. Ce qui fait qu'en fait, on va baisser la synthèse protéique au cours du temps. Et donc, en fait, on arrive dans un état physiologique petit à petit où en fait, on va favoriser la dégradation des protéines musculaires, ce qui fait qu'on produit moins de force et par effet domino, on a cette baisse de capacité fonctionnelle. Mais ça se prévient, comme je vous le disais, très tôt. Et les stratégies à l'heure actuelle, pour contrer cette baisse de masse musculaire, en fait, elles ne sont pas compliquées. C'est de l'activité physique, particulièrement en fait des exercices de musculation et de renforcement musculaire plutôt que cardiovasculaire. Parce que en fait, si vous allez marcher, si vous faites du vélo, si vous faites de la course à pied, c'est très très bien. C'est très très bon pour la santé, ça va surtout favoriser votre système cardiovasculaire. Mais pas tant que ça, le système musculo-squelettique. Et on le voit très bien. Vous prenez un cycliste de très haut niveau ou un coureur de très haut niveau, c'est pas des bodybuilders. Ils ont des masses musculaires squelettiques qui sont assez faibles. Et donc très souvent, en fait, mais parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. C'est que 1 à 2 fois par semaine, ça peut être 8 à 10 exercices, mais en tout cas des exercices qui vont cibler l'ensemble du corps. Mais comme je vous le disais, ça, il faut aussi que l'apport en protéines soit suffisant en fait, pour maintenir la masse musculaire. Les références à l'heure actuelle sont environ entre 0,8 et 1 g par kilogramme de poids de corps par jour pour la population générale. Mais en fait, on se rend compte qu'il faudrait plutôt arriver vers 1,2 g par kilogramme de poids de corps par jour pour les personnes âgées à cause de cette résistance anabolique. Et en fait, même au niveau du gain musculaire, on peut monter jusqu'à 1,6 g par kilogramme de poids de corps par jour. Et très souvent, beaucoup de gens, quand on leur annonce ce chiffre, ils pensent pathologie rénale en disant que c'est mauvais pour les reins. À l'heure actuelle, en fait, de ce qu'on sait, c'est que, hors des gens qui ont des pathologies rénales qui sont connues, ça n'a aucun risque pour les reins et on peut même monter jusqu'à 3 grammes par kilogramme de poids de corps par jour sans risque pour les reins à l'heure actuelle. Parce que vu la quantité de sportifs qui aujourd'hui ont des apports protéiques qui sont bien au-dessus des 1,6 g par kilogramme de poids de corps par jour, on aura une épidémie d'insuffisance rénale. Et donc pour ça, en fait, en fonction de la nutrition de la personne, ça peut être très compliqué d'arriver à ce 1,6 g par kilogramme de poids de corps par jour. Si je prends mon exemple où je fais 76 kg, j'arrive à 120-130 grammes de protéines journalières. Ça peut être compliqué, surtout quand on doit manger d'autres choses. Donc, il ne faut vraiment pas utiliser des suppléments. On pense souvent à la whey, la caséine, mais d'autres choses qui sont hyper protéinées, qui vont faciliter l'apport en termes de quantité et aussi l'assimilation de ces différentes protéines. Surtout chez des gens qui pourraient avoir des problèmes au niveau intestinaux, au niveau du microbiote, etc. Et donc, à l'heure actuelle, vraiment, c'est la Haute Autorité de Santé, en fait, si on parle vraiment des nutritions sarcopénie, elle demande en fait qu'il y a un critère phénotypique et un critère étiologique. Les critères phénotypiques, souvent, c'est soit une perte de poids rapide, un IMC qui est inférieur à 18,5 kg par mètre carré, ou une réduction de la masse musculaire et ou de la fonction musculaire. Alors aujourd'hui, pour la sarcopénie, en fait, il vaut mieux les deux, si on prend les recommandations européennes. Et en fait, pour vraiment mesurer cette perte de masse musculaire, en fait, il y a plusieurs outils, notamment le DEXA, la bioimpédance-métrie, il y a l'IRM, mais vous avez aussi des critères étiologiques, en fait, qui sont plutôt des critères qui vont être soit des pathologies, soit une baisse de l'apport alimentaire, etc. Si on revient sur la partie pour mesurer justement d'un point de vue chiffrer la perte de masse, le plus simple, ça reste la balance, parce que une perte de poids rapide, c'est peu coûteux, tout le monde a une balance, les gens l'ont. Le problème, c'est que très souvent, au moment où on a une perte de poids qui est supérieure à 5% en un mois, c'est qu'on a déjà une dénutrition qui est très importante et potentiellement, mais une baisse de masse musculaire qui est très importante. Une des méthodes les plus précises à l'heure actuelle, c'est le DEXA, donc l'ostéodensitométrie. Le problème, c'est que c'est très coûteux. Un DEXA, ça coûte 60-70 €, c'est sur prescription du médecin. Et à l'heure actuelle, pour discuter avec des hôpitaux, c'est très difficile d'avoir un DEXA avant 3 mois dans certains cas. Et donc, c'est très, très peu utile sur du suivi et de la prévention.
c'est très très compliqué parce que c'est très difficile à mettre en place en routine. Et c'est là où la bioimpédancemétrie va avoir un intérêt, c'est que c'est une technique qui est relativement peu coûteuse. Il y a l'achat du dispositif, mais comparé à du DEXA ou des choses comme ça, ça reste vraiment peu coûteux. C'est une mesure qui reste rapide et précise à l'heure actuelle lorsqu'on a des impédancemètres professionnels. Les impédancemètres que vous pouvez trouver dans le commerce à 100, 150, 200 euros, c'est vraiment pas des choses qui sont précises. Parce que en fait, la précision, elle va dépendre des algorithmes utilisés dans la composition corporelle et de la méthode de mesure. Pour expliquer rapidement ce qu'est la bioimpédancemétrie, en fait, on va émettre un courant de très très faible intensité, soit à une fréquence, soit à plusieurs fréquences. Et en fait, ce courant, via les propriétés biologiques des cellules, en fonction de leur fréquence, en fait, ils vont passer ou pas à travers les cellules, mais surtout, ils vont avoir des difficultés ou non à passer à travers le corps. Et en fait, c'est ça qu'on va mesurer, c'est cette résistance au passage du courant. Et cette résistance du passage au courant, en fait, elle est très reliée à l'état d'hydratation des tissus. Et en fait, via des algorithmes, on va pouvoir en fait évaluer la composition corporelle. Et cette composition corporelle, en fait, d'un point de vue purement conceptuel, en fait, on va la modéliser soit en divisant en fait des compartiments par leur composition chimique. Par exemple, ici, vous voyez le modèle à deux compartiments. On prend la masse grasse qui sont uniquement les lipides du tissu adipeux et la masse non grasse qui sont en fait l'ensemble des protéines, des minéraux et de l'eau. Après, on peut en fait faire des transformations, mais en fait, on peut aussi mesurer via d'autres techniques des compartiments comme la masse musculaire squelettique, le contenu minéral osseux, où là, on va être sur quelque chose de bien plus anatomique. Et pour mesurer ça, en fait, à l'heure actuelle, en bioimpédancemétrie, vous avez vraiment un grand nombre de dispositifs qui vont surtout, en fait, à l'heure actuelle, se différencier par le nombre de fréquences utilisées. Soit vous allez avoir des appareils monofréquences à 50 kHz, soit multifréquences, c'est-à-dire que vous allez avoir au moins 3 fréquences, soit en spectroscopie. Donc là, en fait, vous allez avoir un grand nombre de fréquences qui permet d'avoir une modélisation qu'on appelle la modélisation de Kolkol, qui permet en fait d'avoir d'autres marqueurs, mais aussi de vérifier que la mesure est bien prise. Et ça, notamment, l'utilisation de fréquences, il va nous permettre, notamment dès que vous utilisez plus de 3 fréquences, d'avoir en fait une idée sur l'équilibre entre l'intra et l'extracellulaire au niveau de l'eau. Aussi, vous allez avoir des différences au niveau du mode de mesure, où en fait, soit ce qui est recommandé par l'HAS, c'est vraiment pied-main en quadripolaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir 2 électrodes sur la main, 2 électrodes sur le pied, et on va mesurer soit allongé, soit assis. Les balances main-pied qu'on dit octopolaires, en fait, qui servent aussi de balance, et des balances souvent qu'on dit pied-pied, en fait, qui par contre, qui vont mesurer uniquement le bas du corps. C'est-à-dire que les 2 premières méthodes que je vous ai présentées, elles mesurent l'ensemble du corps, et en fait, vont pouvoir ensuite évaluer la composition corporelle à partir de ça. Les balances pied-pied, elles vont en fait mesurer uniquement le bas du corps et extrapoler le reste du corps par rapport à ça. Ce qui fait que généralement, sur des balances pied-pied, les femmes ont une surestimation de leur taux de masse grasse, alors que les hommes ont une sous-estimation de leur taux de masse grasse, parce qu'en fait, biologiquement, les femmes ont plus de masse grasse dans les jambes que les hommes, et en fait, ça va l'extrapoler sur beaucoup de corps, sur tout le corps, pardon. Mais ce qui est un cas simple pour vous montrer qu'en fait, ça crée un biais qui est assez important. Et donc, en fait, vraiment, comment on mesure on évalue la composition corporelle par bioimpédancemétrie, c'est qu'on va mesurer ces impédances corporelles, on va utiliser des algorithmes prédictifs et qui vont nous permettre ensuite d'évaluer cette composition. Et ça, on va avoir en fait soit des dispositifs qui vont être mono-algorithmes, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont mesurer uniquement l'eau. Et en fait, ils vont mesurer l'eau, et en fait, à partir de coefficients constants, ils vont ensuite en déduire toute la composition corporelle. Ce qui va faire qu'ils vont partir du principe, par exemple, que tous les individus sont toujours parfaitement hydratés. Et ça, on sait que ça devient très, très compliqué. À l'inverse, au niveau d'autres dispositifs, vont avoir en fait vont être multi-algorithmes, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont utiliser un algorithme précis pour chaque compartiment, ce qui permet en fait d'avoir une interprétation plus subtile de la composition corporelle. Et les compartiments qui ne peuvent pas être évalués par bioimpédancemétrie, en fait, sont
déduit par des systèmes d'addition et de soustraction, parce que si je prends un exemple, de manière générale, on est capable d'évaluer l'eau totale et l'eau extracellulaire, et ben par déduction, on va pouvoir connaître l'eau intracellulaire. Pour vous présenter par exemple une étude de cas, ici c'est une étude de cas d'une personne en fait qui a été lors d'une hospitalisation pour un Covid-19 pour un cas de dénutrition. Et en fait, au niveau de la dénutrition, vous pouvez voir que cette personne, en l'espace d'un mois, elle a perdu 6,9% de son poids, ce qui correspond à une dénutrition selon les critères de la HAS. Et en fait, si on regarde au niveau des symptômes, c'est que elle avait du mal à bouger, difficultés respiratoires, fièvre qui sont caractéristiques du Covid-19, mais aussi une perte d'appétit, une modification du goût de l'odorat. Ce qui fait qu'elle avait beaucoup de mal à s'alimenter et qu'elle avait des apports caloriques journaliers hypoprotéinés. Et donc, ce qui fait que elle n'avait pas un apport en protéines adapté. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la masse non grasse, en fait, elle est passée en dessous du seuil de dénutrition, en dessous des seuils recommandés par la HAS pour la dénutrition. Et de la même façon, en fait, au niveau de la sarcopénie, elle a eu une baisse de masse musculaire très très importante lors de ce cas-là. Mais pour illustrer encore plus ce que je disais avant, vous pouvez voir en fait ici en avril 2020 sur la masse musculaire squelettique des membres, c'est que déjà avant son hospitalisation, elle avait une masse musculaire qui était plutôt réduite et donc en fait qu'elle était dans un état de fragilité qui potentiellement a été délétère dans le cas du Covid-19. Et notamment aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que au niveau du Covid-19, on a vraiment en fait une inflammation, un stress oxydant qui crée un état d'agression très très importante au niveau musculaire. Et donc en conclusion, pour résumer un peu toute cette présentation, donc le muscle est vraiment responsable de la locomotion et de la capacité à réaliser les activités de la vie quotidienne, et qu'avec le vieillissement et des pathologies chroniques, on a une baisse de la force et de l'endurance musculaire, et aussi de la masse musculaire. Et que ça, vraiment, ça va entraîner une baisse de la capacité fonctionnelle, et donc il faut le prévenir. Il faut le suivre, et pour le suivre et le prévenir, il faut pouvoir bien le mesurer. Et pour ça, comme je vous le disais, il y a deux stratégies qui restent des stratégies simples, qui sont l'exercice en résistance et la nutrition avec un apport en protéines adapté. Et justement, pour pouvoir à la fois détecter ces masses musculaires qui peuvent être un peu basses et pouvoir adapter sa prise en charge et pouvoir en fait suivre les effets de la prise en charge, il faut des outils de mesure. Et pour ça, la bioimpédancemétrie, ça reste un outil pertinent. Pourquoi ? Parce que ça permet d'évaluer rapidement et surtout économiquement la masse musculaire. C'est non invasif et en 30 secondes, vous pouvez avoir un résultat, ce qui permet en fait de pouvoir aussi directement en parler avec le patient. Ça permet de déterminer aussi les modalités de votre prise en charge, qu'elle soit nutritionnelle, par l'exercice complémentaire, etc. Et de pouvoir après contrôler les effets de cette prise en charge. Donc, je vous remercie pour votre attention sur cette partie-là. Si vous avez des questions, on a un peu de temps avant la présentation de Pierre pour cela. Étienne, ce que je te propose, c'est de te poser les questions. On a pu les faire basculer dans questions-réponses. Okay. J'ai une question de Mélodie. Pour les personnes intolérantes aux produits laitiers qui veulent éviter la protéine de soja, qu'est-ce que conseillez-vous ? Alors ça, après, intolérant aux produits laitiers et ne voulant pas de la protéine de soja, donc ça veut dire potentiellement on ne peut pas tofu. Vous avez beaucoup aujourd'hui de protéines en poudre qui peuvent être avec de la protéine de pois, avec de la protéine de riz, qui ont les mêmes propriétés. Ou si là on parle vraiment pour les compléments alimentaires, après aussi ce qui peut être complété par un apport en légumineuses type lentilles, pois chiches, des oléagineux comme les noix de cajou, des choses comme ça, qui vont permettre en fait d'avoir un apport protéique qui soit suffisant et qui vont permettre aussi, notamment d'un point de vue nutritionnel, d'apporter tout ce qui va être des micronutriments qui vont être très intéressants d'un point de vue microbiote, etc. Donc, ce qui peut aussi juguler un peu les intolérances à ce moment-là. L'idée, quand vous avez des gens qui sont dans ces moments-là, qui peuvent être végétariennes aussi, c'est pas de se dire qu'il va y avoir un apport protéique d'une source, c'est vraiment de mélanger les différentes sources de protéines pour avoir un apport qui soit suffisant en termes de quantité et de qualité, tout en faisant que ça soit bon pour la personne.
Et une autre question donc, la question, c'est rôle de l'exercice musculaire en anaérobie ou en aérobie. Alors, lorsqu'on parle d'exercice en aérobie, en anaérobie, en fait, on va beaucoup plus toucher le métabolisme. En fait, c'est des exercices qui sont bien plus là en fait, pour tout toucher le métabolisme musculaire. Donc en anaérobie, pour expliquer rapidement, c'est vraiment les exercices type sprint, répétition de sprint par exemple, et aérobie, c'est vraiment les exercices d'endurance. Donc les exercices d'endurance, ça va avoir un intérêt vraiment s'il y a des complications qui vont être métaboliques, notamment des dysfonctions mitochondriales par exemple. Les exercices anaérobie type répétition de sprint ou en fractionné peuvent avoir un intérêt au niveau de la masse musculaire, mais surtout en fait si comment dire, on va utiliser en fait ça dans des exercices type fitness où on va en fait soulever des poids de façon très rapide pendant 30 secondes. Mais en fait, on fait de l'exercice en résistance. Donc vraiment au niveau de l'exercice musculaire, tout ce qui va être endurance et répétition de sprint est bien plus axé pour la prise en charge au niveau métabolique, alors que les exercices musculation, renforcement musculaire sont vraiment typés pour des exercices qui vont être là pour augmenter la masse musculaire. Merci Étienne. J'ai une autre question de Delphine. Chez la femme, n'est-ce pas à partir de la ménopause que la force musculaire décroît plus rapidement? Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Étienne, est-ce que tu m'entends? Ah, attends. Voilà. J'ai une autre question. Tu m'entends? Donc, j'ai une autre question de Delphine. Excuse-moi Pierre, j'ai mes écouteurs qui se sont déconnectés, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Je me reconnecte. Et, voilà. C'est bon? Oui. Donc, question de Delphine. Chez la femme, n'est-ce pas à partir de la ménopause que la force musculaire décroît plus rapidement? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? J'ai entendu que la fin. C'est une question de Delphine qui nous demande si chez la femme, ce n'est pas à partir de la ménopause que la force musculaire décroît plus rapidement. Je suis désolé, Pierre. J'ai un souci là d'un coup. C'est en train de se couper. Je ne t'entends plus. C'est très. Je suis désolé. D'accord. Pierre, je propose que vous présentiez maintenant la partie sur eBiody parce qu'on entend vraiment très mal Étienne. J'ai un problème de micro. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce que je vais répondre. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par écrit parce que Oui, on vous enverra tout par écrit, mais on va déjà. En fait, le micro que vous entendez, c'est l'écran de mon PC et j'ai du bruit autour de moi, donc c'est pour ça. Ok, entendu. Merci Étienne. En tout cas, je prends le relais sur les questions-réponses. Ouais. Pierre, tu devais encore présenter une partie, non? On peut peut-être vite la faire là maintenant. Comme ça, il y aura toutes les questions à la fin et je les reprends moi à la fin. On a le temps à la fin. Faisons comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Ouais, c'est tout bon. Super. Donc, rapidement pour nous présenter, donc merci à Étienne d'avoir pu partager toutes ces informations et sa présentation sur l'importance du muscle squelettique. Rapidement pour nous présenter qui nous sommes et quel est notre rôle. Donc nous, on est la société Aminogramme eBiody. Donc Aminogramme est fabricant avec 20 ans d'existence, fabricant d'impédance mètre, conception et fabrication d'impédance mètre professionnelle, donc pas d'impédance mètre grand public. Entreprise certifiée ISO 13485 pour la fabrication de dispositifs médicaux. Aminogramme développe également des logiciels d'interprétation et toutes les données sont hébergées sur un hébergement agréé données de santé. On est le seul fabricant d'impédance mètre à proposer cette solution aussi sécurisée, c'est-à-dire que les données de vos patients ont le même niveau de sécurité qu'on peut retrouver dans les hôpitaux ou dans les mutuelles, voilà, ou chez les mutuelles. Rapidement pour présenter l'équipe, donc Étienne est responsable de la partie recherche clinique.
Sur l'équipe Aminogramme, il y a des développeurs, responsables de projet, responsables qualité, responsables R&D, concepteurs, inventeurs des dispositifs Alain Le Tourneur. Et chez eBiodi, donc plus la partie communication, partenariat et commercialisation en France et en Belgique. Donc Étienne l'a bien expliqué tout à l'heure. Je reviens, je passe 30 secondes dessus. Le principe de la bioimpédancemétrie, c'est très très important. On fait une mesure. Donc on mesure quoi? On mesure des valeurs d'impédance, de résistance, de réactance, des valeurs bioélectriques. Et ensuite, quel que soit le dispositif, ça donne lieu à une interprétation par des algorithmes. Donc on a des algorithmes qui sont soit issus de travaux de recherche comme chez Aminogramme, soit issus des fabricants. Les algorithmes, ils vont vous déterminer le contenu de la masse non grasse. Pourquoi? Puisque la bioimpédancemétrie, les principes, ce qu'on voit en bas à gauche, c'est de passer par tout ce qui est électrolyte dans le corps, donc conducteur. Et ce qui est conducteur, c'est la masse non grasse, puisque la masse grasse est hydrophobe et ne conduit pas le courant. On ne va pas être en capacité de mesurer la masse grasse au travers des impédances, des résistances. En fait, ce qui va se passer, c'est que le courant va directement passer par la masse non grasse. Ensuite, comme l'a bien dit Étienne tout à l'heure, selon la qualité des dispositifs, on peut avoir plus ou moins d'algorithmes pour bien différencier ce qu'on a dans cette masse non grasse. Par exemple, la masse musculaire, la masse osseuse, l'hydratation totale, l'hydratation extracellulaire, etc., etc. Donc pour revenir sur nos dispositifs et nos solutions, nous on propose une solution qui inclut un dispositif et une partie software, la partie software qui va faire l'interprétation et la gestion de vos patients et donc des mesures avec les historiques et des tableaux de bord. Le logiciel, lui, fonctionne sur système Windows ou Mac et on a également des applications mobiles, que ce soit pour le professionnel, si on est en déplacement, ou pour le patient, pour qu'il puisse consulter ses résultats. Nous avons 3 dispositifs, donc on va commencer par la gauche. Donc le premier dispositif et le dernier à être sorti en 2023, c'est le Biodi Expert 3. C'est un dispositif qui permet de faire une mesure soit en électrode directe, soit en position allongée avec des électrodes filaires. Donc ça, c'est un gros avantage à partir du moment où on va être amené à travailler en milieu clinique ou sur des patients, par exemple en gériatrie, on va pouvoir utiliser les câbles. Autrement, sur tous les patients qui sont en capacité de tenir le dispositif, ils vont pouvoir réaliser la mesure eux-mêmes, donc en tenant l'appareil, avec des électrodes qui sont situées au niveau de la main et des électrodes au niveau de la cheville qui sont sur le dispositif. Ensuite, le Biodi Expert et le Biodi Coach. Donc, c'est des dispositifs qui ont été largement diffusés depuis 2015, la création du Biodi Expert 1. Eux, ils consistent sur une mesure directe. Donc, on n'a pas d'électrode filaire. En fait, les électrodes sont intégrées directement dans le dispositif. Donc, vous voyez, on fait la mesure en position assise. Rapidement, pour vous donner les différences entre ces 3 dispositifs, alors, entre le Biodi Coach et le Biodi Expert, ça va être la certification. Le Biodi Coach n'est pas certifié. Et le nombre d'indicateurs aussi, puisqu'on aura moins d'indicateurs sur le Biodi Coach. En termes de technique à l'intérieur, donc Étienne en a parlé tout à l'heure, ce qui compte aussi en bioimpédancemétrie, c'est le nombre de fréquences utilisées. Donc, que ce soit sur le Biodi Coach ou sur le Biodi Expert 2, on a 5 fréquences, et ces 5 fréquences nous permettent de déterminer la plupart des compartiments clés. Ensuite, sur le Biodi Expert 3, on a une technologie assez nouvelle qui nous permet d'avoir un spectre de 1000 fréquences. Donc, on va en restituer 54, mais on va avoir une plage de fréquences de 1 à 1000 kHz, ce qui permet d'avoir une bien plus grande précision. Au niveau des profils et des usagers chez qui on pourra faire des mesures, sur le Biodi Coach comme sur le Biodi Expert 2, on va faire des mesures sur des personnes qui sont en général en bonne santé, qui ne sont pas atteintes de pathologies, comme par exemple la dénutrition ou la sarcopénie, parce qu'on aura un peu plus de mal à appuyer sur le bouton. Sur le Biodi Expert 3, on pourra fonctionner sur tout profil de patients, que ce soit des personnes très obèses, très dénutries, très prochainement, on l'espère, la pédiatrie, parce que le dispositif le permet, et des personnes alitées. Donc, par exemple, on peut imaginer tout ce qui est service de réanimation, de soins intensifs, ou même dialyse. Au niveau de la prise de mesure, sur les 3 dispositifs, on va être sur une mesure main-pied. Le petit plus, c'est que le Biodi Expert 3 donne la possibilité de mesurer de manière expérimentale aussi sur des segments. Donc ça, c'est des choses qui seront possibles dans l'avenir. Au niveau du temps de prise de mesure, on a un temps de prise de mesure qui est très raccourci lorsqu'on est en mesure directe. Ça prend 10 secondes seulement.
Donc, imaginez, sur les impédancemètres conventionnels, il fallait 10 minutes le temps que le patient soit allongé. Grâce à la mesure directe, ça va très, très vite et on gagne du temps sur la prise de mesure. Au niveau donc de la technologie d'électrode, on l'a vu tout à l'heure, le BioDcoach, le BioDXpert 2, le BioDXpert 3 permet d'avoir une mesure directe. Et le BioDXpert 3 permet aussi une mesure avec des électrodes filaires. On a possibilité sur le BioDXpert 3 de stocker les mesures en interne, ce qui est un vrai plus. Par exemple, en milieu hospitalier, si on doit faire et enchaîner des mesures sur des patients. Et enfin, en termes d'indicateurs, on verra tout à l'heure les différents indicateurs. Mais clairement, comme je vous l'ai dit, le BioDcoach non médical, le BioDXpert 2 est un dispositif médical en classe 2A. Donc, on a plus d'indicateurs sur le BioDXpert 2 que sur le BioDcoach. Fonctionnement de la prise de mesure, donc forcément, on a un logiciel. On va créer le profil patient. Ensuite, on va prendre la mesure, donc selon le dispositif, soit assis, soit allongé, selon aussi le patient. Ensuite, on va synchroniser la mesure. Donc, le gros avantage, vous l'avez vu, c'est que les dispositifs, on va vous montrer, ils sont portables. Donc, vous synchronisez en Bluetooth et vous avez instantanément un tableau de bord avec toutes les données qui s'affichent. Donc, le BioDXpert 2, c'est un dispositif médical, je vous l'ai dit, qui a le marquage classe 2A. Le gros avantage, côté portable, on peut le prendre avec soi, le déplacer, il va peser 300 grammes, très rapide. Et on va avoir une grande précision aussi dans les mesures. Donc, quel que soit le dispositif, vous verrez au niveau de la précision, on a 1% de précision sur les impédances, qui est excellent. Et on a aussi des validations d'EXA. Le BioDXpert 2, comme le BioDcoach ou le BioDXpert 3, c'est un dispositif très compact. Il va pouvoir tenir dans une blouse, dans un sac à dos. Vous allez pouvoir le prendre pour faire des consultations à domicile. Enfin, au niveau de la mesure, le BioDXpert 2 comme le BioDXpert 3 fonctionne sur le principe de prise de mesure main-pied, ce qui permet d'avoir le corps en entier, comme l'a dit tout à l'heure Étienne, et pas le corps à moitié comme sur les balances grand public ou certaines balances professionnelles qui mesurent que le bas du corps. Pourquoi le BioDXpert 3 ? On en a un peu parlé par rapport aux typologies de patients que vous pouvez avoir au quotidien. Le BioDXpert 3, il va être adapté à tous les types de chevilles, que ce soit des chevilles très épaisses, très fines. Le bouton poussoir, il est remplacé par un bouton tactile. Donc là, on n'a plus qu'à tenir le dispositif et la mesure se lance automatiquement. Le dispositif va parler également. Donc il a une fonction vocale qui vous permet de savoir quand la mesure est réalisée. Il va être ambidex, donc adapté aux personnes droitières ou gauchères. Et enfin, pour les patients qui ne pourraient pas tenir le dispositif, on va pouvoir utiliser les électrodes filaires. Donc voilà, plus de détails sur le BioDXpert 3. Enfin, la prise de mesure. Donc je voulais vous montrer la prise de mesure sur le BioDXpert 2. Donc vous voyez, la personne est assise. Vous voyez le bouton poussoir, donc la personne appuie pendant quelques secondes. Donc ensuite, on peut synchroniser les résultats. Sur le BioDXpert 3, c'est pareil, on peut faire la mesure de cette manière-là, mais on peut aussi la faire en position allongée. Donc je vais vous montrer la position allongée avec câble, parce qu'on peut aussi faire sans câble. Donc là, on allonge le patient, on appose les électrodes, et puis on lance la mesure. C'est quand même très rapide. Et par rapport aux recommandations de la HAS qui ont été précisées tout à l'heure par Étienne, ce qui est recommandé par la HAS, c'est un protocole de prise de mesure main-pied. Donc c'est tout à fait ce que fait le BioDXpert 3. Et on a également, nous, en interne, une validation entre la prise de mesure avec électrode filaire et la prise de mesure directe. Et prochainement, une publication. Donc Étienne pourra vous en parler tout à l'heure, si on retrouve le son. Non, normalement c'est bon. Impeccable. Donc je continue. Une fois que l'on fait la mesure, on a accès à un logiciel d'interprétation. Le logiciel d'interprétation
vous affiche un tableau de bord avec tous vos patients. Donc, vous pouvez stocker autant de patients que vous souhaitez dans ce logiciel. C'est limité. Les données sont sécurisées. Vous pouvez avoir tous les historiques et on vous montrera juste après les courbes d'historique. Ça, c'est fondamental. Ça permet de motiver le patient. Ça permet aussi de voir son évolution et de comprendre si les recommandations données fonctionnent ou s'il faut réadapter les conseils. On peut aussi personnaliser le tableau de bord en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on vous fournit une grande quantité d'indicateurs et vous pouvez sélectionner les indicateurs dont vous avez besoin pour votre profession. Et voilà un exemple d'historique avec une personne qui a perdu 9 kg. Et sur ces 9 kg, elle a perdu 5,9 kg de masse grasse, 1,8 kg d'eau et de la masse sèche, c'est-à-dire des protéines et des minéraux, mais principalement de la masse grasse. L'application patient. Donc on a accès à une application patient qui est inclue et sans frais. C'est-à-dire que vous pouvez activer à vos patients une application où ils vont retrouver leurs résultats et leur suivi. Alors, ils n'auront pas tous les résultats, ils auront les principaux, la masse grasse, la masse musculaire, l'hydratation. Et enfin, la validation. Donc, si Étienne veut toucher un mot là-dessus, donc ça, c'est une validation qui a été faite à l'Université de Barcelone, donc de Catalogne, l'INFC, et c'est une validation versus DEXA du BioDXpert 3, du nouveau dispositif, qui inclut à la fois une validation assis versus allongé, mais aussi une validation contre des dispositifs de référence, donc un dispositif qui s'appelle par exemple Akerm, et donc du coup on a des résultats qui sont tout à fait excellents. Étienne, si tu veux toucher un mot là-dessus. Rapidement, en fait, les graphiques que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un graphique de Bland-Altman, où en gros, chaque point correspond à la mesure d'un sujet et la différence que vous avez en fait entre les deux mesures. Donc, et normalement, vous avez la ligne moyenne ici. La ligne moyenne, vous ne la voyez pas tout simplement parce qu'en fait, elle est confondue avec la ligne des abscisses parce qu'en fait, on a des différences de 100 grammes par rapport à la masse non grasse et 300 grammes par rapport à la masse grasse versus le DEXA. Et que, en fait, en fonction des individus, on reste quand même dans un range acceptable au niveau de la mesure pour les deux modalités de mesure. Donc, merci Étienne. Ensuite, au niveau des références, on a aujourd'hui, depuis la commercialisation du BioDXpert 2, plus de 3000 usagers de nos dispositifs. Le BioDXpert 3 est très récent, on a plus d'une centaine d'usagers, donc que ce soit dans le cadre de recherche clinique ou des professionnels libéraux, que ce soit des médecins ou des professionnels de la nutrition ou du sport. Donc voilà quelques exemples d'utilisateurs en France ou à l'international. Et enfin, au niveau des études réalisées avec nos dispositifs, depuis 2003, on a pu constituer un certain nombre d'études. Donc là, on voit un extrait, que ce soit sur le BioZM, le BioDXpert 2. Donc BioZM, c'était nos anciens dispositifs, le BioDXpert 2 et le BioDXpert 3. On ne les affiche pas toutes parce que le dispositif est récent, mais on a un certain nombre d'études qui sont en cours sur le BioDXpert 3. Étienne, si tu veux peut-être reprendre le relais sur la partie questions-réponses. Donc, alors, prix hors taxe. Avant de donner la parole à Étienne, prix hors taxe, je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà. Donc, BioDcoach 2190, BioDXpert 2 2490 et BioDXpert 3 4390. En sachant qu'on a un partenariat avec Simplicure. Voilà, donc vous pouvez le voir ici, il y a 10%, ça s'affiche de réduction sur la boutique en ligne. Vous pouvez cliquer directement et ça vous ouvre une page vers notre boutique en ligne. Donc, on vous enverra par mail le code de réduction. Donc, tous ceux qui ont participé au webinaire pourront bénéficier de cette réduction et directement passer commande en ligne. Après, si vous avez plus de questions et si vous souhaitez une présentation plus détaillée, on peut aussi le faire. Je vous montre rapidement le logiciel, parce que je vous ai montré tout à l'heure des captures d'écran. Donc, voilà un tableau de bord d'une personne de 73 ans, 1m62, 48,5 kg, donc IMCA 18,4. Donc, cette personne, on voit rapidement sur la cible à droite qu'elle a une masse musculaire négative, c'est-à-dire qu'il lui manquerait potentiellement par rapport à une référence d'âge 5 kg, moins 2 kg de masse grasse et l'hydratation qui est bonne. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie masse musculaire pour tout ce qui est sarcopénie et dénutrition. Donc pour la dénutrition, on a la masse non grasse, donc l'index qui est à 13,85 qui nous indique potentiellement un risque de dénutrition, et l'index de masse musculaire squelettique des membres est à 4,48 au lieu de 5,45. Voilà.
On a aussi ici des indicateurs de synthèse. Donc, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, mais si vous voulez une présentation personnalisée, c'est tout à fait possible. Où on a tous les index pour l'aspect nutritionnel. On a ici cet index qui est extrêmement intéressant pour tout ce qui est obésité sarcopénique. Donc là, évidemment, on n'a pas d'obésité sarcopénique. On a plutôt un profil à risque de dénutrition. Et on a également, donc là, ça s'affiche, voilà, donc là, ça s'affiche correctement. On a en bas des courbes FMI et FFMI avec des percentiles qui permettent d'afficher en fait donc des tranches d'âge. Donc ça s'affiche pas correctement, c'est mon écran qui est mal partagé. Des tranches d'âge et de situer la personne par rapport à une population européenne. Donc là, par exemple, sur la partie masse grasse, cette personne est sur le P5, donc elle est sur les 5% les plus bas de la population. Et sur la partie masse non grasse, elle est en dessous du P5, donc elle est en dessous des 5% de la population. Donc vous pouvez comparer la personne par rapport à des valeurs de référence santé, mais aussi par rapport à la population européenne, ce qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, ça c'est un court extrait de ce que peut faire le logiciel d'interprétation. Comme je vous le dis, après, si vous souhaitez une présentation plus détaillée, c'est tout à fait possible. Super, merci Pierre. On va passer rapidement à la présentation de SimpliCure et puis on fera les dernières questions à Étienne. Excuse-moi William, je suis désolé, mais je dois vous quitter, je dois aller dans un autre rendez-vous. D'accord, En tout cas, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Je suis vraiment désolé de vous mais je suis un peu short. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. Au revoir Étienne. Merci Étienne. Merci Étienne. Au revoir, merci beaucoup pour votre invitation et n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez. J'ai vu que j'ai pas pu répondre à beaucoup de questions. Si vous voulez me les envoyer par mail, je prendrai le temps d'y répondre après. On renverra tout par mail. Merci. Voilà, n'hésitez pas dans le public à poser vos questions sur le Q&A. Toutes les questions seront répondues par Étienne dans la foulée par email. Donc vous pouvez le faire. On récupère toutes les questions et on y répond par email un par un. Alors, merci en tout cas Étienne et bon rendez-vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Je continue rapidement. Donc, ce webinaire, comme d'habitude, était proposé par SimpliCure. Donc, SimpliCure, on a développé une plateforme qui vous permet de facilement recommander les compléments de vos laboratoires favoris à un seul endroit. C'est vraiment un outil dédié aux professionnels de santé. C'est un outil gratuit qui vous permet de facilement recommander plus de 85 laboratoires à un seul endroit. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Vous voyez en pop-up, il y a aussi une petite offre pour le moment. L'outil est gratuit, vous pouvez le tester. Je vous montre l'écran. Hop. Voilà. Donc, SimpliCure. Quand vous vous connectez sur SimpliCure, l'idée, c'est très simple. Vous allez créer une recommandation personnalisée pour votre client ou votre patient. Vous sélectionnez votre patient ici et vous allez rajouter différents produits selon les besoins. Donc, si j'ai besoin de magnésium, je tape magnésium et je verrai les différents types de magnésium qui sont proposés par la plateforme. Hop, à moi de sélectionner celui que je souhaite. Je vais prendre par exemple ici le magnésium de NHCO. Et puis, je vais pouvoir vraiment rajouter d'autres produits selon les thématiques ou les problématiques les plus fréquentes chez mes patients. Si je vais aller par exemple sur la digestion, j'aurai les différents produits. Je peux rajouter par exemple ici les probiotiques de Copmed. Je vais créer petit à petit la recommandation multilabo pour mon patient. J'ai un récap des apports pour m'assurer que je ne sois pas surdosé. Ici, j'avais mis 2 gélules, le magnésium est très bien dosé chez NHCO. Je bénéficie également d'un avantage de 10% et je peux le répartir comme je le souhaite entre moi et mon patient. Donc, si j'ai envie, je peux offrir 5% de réduction à mon patient et prendre 5% de points fidélité pour moi. Et une fois que c'est fait, j'envoie. Et ça s'envoie par mail et par SMS à mon patient qui n'a plus qu'à l'acheter. Je peux même imprimer la recommandation si je le souhaite. Et c'est vraiment très, très facile. Le patient peut tout acheter à un seul endroit. Hop, je vous montre rapidement. Le patient reçoit un seul lien où il peut acheter différents labos à un seul endroit, bénéficier d'une ristourne. Et grâce à ça, on arrive à gonfler et à passer généralement, en fait, dans le marché, moins de 50% des prescriptions sont achetées. Aujourd'hui, on est à 80% d'achat des prescriptions grâce à SimpliCure. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple. Je passe rapidement au slide que je vous présentais. Hop. Donc SimpliCure. Aujourd'hui, c'est plus de 85 laboratoires et 1500 formulations. Vous pouvez gagner du temps
et optimiser votre pratique, fidéliser votre clientèle parce qu'on arrive à avoir un meilleur taux d'achat des recommandations pour une meilleure adhésion et un engagement client qui est meilleur. Et vous pouvez bénéficier d'avantages, notamment les replays des webinaires et notamment des avantages avec des partenaires. On l'a vu aujourd'hui avec Aminogram et Biodip, vous avez 10% sur l'outil. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Simplicure, l'inscription est offerte et vous bénéficiez de ces différents avantages. Alors, dans les prochains webinaires cette semaine, on a un webinaire sur le psoriasis et l'eczéma avec Eumine. On a le docteur Dupont qui viendra parler ce jeudi midi. Voilà à peu près tout et on va passer alors maintenant au Q&A et voir s'il y a encore des questions auxquelles Pierre pourrait répondre. Pierre, je ne sais pas si tu es encore là. Alors, je me remets sur les Q&A. Alors, attendez. J'ai toutes les questions-réponses qui ont disparu. J'essaie de les retrouver. Voilà, c'est bon. Je les ai. Donc, je vais répondre à certaines questions. Celles auxquelles je ne réponds pas, c'est volontaire. Étienne y répondra et on vous enverra un récap par mail. Donc, première question de Delphine. La mesure de graisse viscérale avec une balance pied-pied est extrapolée et fausse. Très juste, Delphine. En fait, les graisses viscérales ne sont pas mesurables par bioimpédance métrique, que ce soit une balance grand public ou une balance professionnelle. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gras est hydrophobe et la bioimpédance-métrie ne permet pas de mesurer la masse grasse, elle est déduite. C'est poids moins masse non grasse. À partir de là, quel que soit le dispositif, les dispositifs qui vont donner une graisse viscérale, ça sera extrêmement extrapolé. Et vous imaginez, la graisse viscérale, c'est la graisse qu'il y a dans les organes. On ne peut pas la mesurer avec la bioimpédance-métrie. Je vous recommande à ce moment-là d'utiliser l'anthropométrie pour mesurer le tour de ventre et avoir un indicateur de risque de graisse viscérale. Et si vraiment c'est suspecté chez le patient, il y a des méthodes comme l'IRM ou la DEXA qui permettent de le faire très précisément, mais surtout pas la bioimpédance métrique. Autre question, à quelle fréquence peut-on faire une mesure impédance métrique? Une fois par mois? Oui, c'est très bien une fois par mois. Ça permet de voir les évolutions. Après, ça dépend de l'objectif. Par exemple, sur des suivis hydriques, on peut aussi rapprocher les mesures. Tout dépend de l'usage. Mais pour un suivi de poids nutritionnel, une fois par mois, c'est très bien. Ce qui est important aussi, Étienne ne l'a pas dit, c'est qu'il y a des règles en bioimpédance métrie et il faut toujours essayer de faire la mesure à peu près au même moment, par exemple le matin ou l'après-midi en termes de période. Autre question, merci de revenir sur les techniques de mesure des appareils sont-ils disponibles dans les commerces? Alors, dans les commerces, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là. Chez les professionnels de santé, oui. On a également des pharmacies qui proposent des consultations en micronutrition avec des spécialistes. Donc, dans ce cadre-là, oui, on peut retrouver. N'hésitez pas à nous demander là où vous êtes situé. On pourra vous envoyer des professionnels. Je continue. Question, le biodie et ses indices sont-ils pertinents, donc c'est Marlène, pour des petits modèles? Alors, donc pour des personnes de petite taille, oui, il n'y a pas de souci, Marlène, ça fonctionne très bien. Après, si on parle plutôt d'enfants par petit modèle, on a la mesure qui est possible sur le Biodie 3. Et en termes d'algorithmes, on a actuellement développé des algorithmes. Et prochainement, donc c'est en cours, hein, on va les intégrer dans le logiciel. Donc c'est prévu pour cette année. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe des adaptateurs sur le XPR 2 pour prendre les mesures sur les personnes très minces? Et non, malheureusement, Annick, on n'a pas d'adaptateur. Par contre, on propose des reprises de Biodie XPR 2 pour passer au Biodie XPR 3. À partir de quel âge donc, peut-on justement appliquer la mesure impédance métrique? Donc, que ce soit pour le Biodie XPR 2 ou le Biodie XPR 3, en fin d'adolescence, on va pouvoir commencer à faire des mesures qui sont très quali. Après, parfois, on peut le faire un peu plus tôt, ça dépend des profils. Mais comme je vous l'ai dit, on travaille sur une mise à jour pour les enfants, tout ce qui est pédiatrie. Chez les amputés, question d'Ali, les amputés des jambes. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Le problème chez les amputés, hein, quel que soit le dispositif, c'est qu'on a le poids invisible en fait, du membre qui est amputé. Donc pour calculer en fait, au niveau des algorithmes, il n'y a pas 50 solutions. On ne peut pas rajouter un poids manquant, c'est-à-dire le poids sans que la personne soit amputée. En revanche, l'avantage du 3, c'est qu'on va pouvoir faire des mesures locales et on travaille aujourd'hui sur des mesures de membres dans l'avenir pour pouvoir mesurer un score ou avoir une notion d'évolution sur un membre.
Question d'Emma, dernière question. Y a-t-il besoin de demander aux patients de retirer leur montre connectée pour la prise de mesure? Non, en fait, Emma, il n'y a pas de besoin. Une montre connectée, ça ne pose pas de souci. Après, si vous avez un patient qui arrive avec beaucoup de chaînes et voilà, beaucoup de bijoux, c'est mieux. Mais une montre connectée, ça ne posera pas de souci. Voilà. Une question d'Elisabeth. Je suis toujours surprise du résultat de la masse grasse chez les hommes un peu bedonnants, qui est toujours sous-estimé. Alors, Elisabeth, c'est une très bonne question. Ce n'est pas la masse grasse qui est sous-estimée. Simplement, les hommes un peu bedonnants vont avoir, en fait, donc comme on fait une mesure corps entier, vont avoir la graisse localisée au niveau de la partie de la zone abdominale. Donc, si on répartissait cette graisse, en fait, si vous voulez, sur les bras et les jambes en général, ils ne sont pas gras. C'est bedonnant, comme vous l'avez dit. Donc, par rapport à une référence, vous regarderez son taux de masse grasse et avec plaisir pour partager la mesure et vous aider à l'interprétation. Donc, le taux de masse grasse sera normal. Simplement, la masse grasse sera localisée sur la partie abdominale. Et après, c'est à vous d'amener le client sur une démarche de prévention avec en complément des données anthropométriques qu'on peut rentrer dans le logiciel. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a encore une question sur le chat. Astrid, j'arrive pas à voir. Astrid, quelle balance impédance métrique conseillez-vous pour un particulier? Pour un particulier, Astrid, je préfère être clair, il vaut mieux avoir une balance tout court, parce que l'impédance métrie, ça va vous donner des résultats qui peuvent varier d'une mesure à l'autre et qui peuvent être très, très, on va dire, loin de la réalité en termes de représentation. Donc, vous allez payer un dispositif qui va coûter 100, 200, 300, 400 euros, qui ne va pas donner de précision. Il vaut mieux aller chez un professionnel qui va vous donner des résultats fiables. Super. Voilà. Un tout grand merci, Pierre. En tout cas, merci à Étienne aussi. C'était très clair. Vous pouvez encore poser les questions. Vous verrez qu'il y a également un petit questionnaire de feedback. On vous demande de peut-être prendre 1 minute si vous avez apprécié pour nous proposer vos retours, pour poser les questions. On les transmettra toutes à Pierre et à Étienne et ils vous répondront par mail. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a peut-être encore une question. Là, je vois Pierre de Nathalie qui dit qu'elle a dû arrêter la poudre protéinée car ma naturopathe dit que cela acidifie le corps, donc c'est pas bon. Qu'en pensez-vous? Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir répondre, je laisserai Étienne y répondre. On vous enverra tout par mail. On répondra par mail. Un tout grand merci. Je rappelle encore une fois l'offre pour ceux qui sont intéressés. Il y a moins 10% avec le code Simply10. Je vais peut-être la remettre en avant là maintenant. Hop, voilà. Si vous avez envie de tester, vous avez accès directement au lien. Là, on est parti sur le modèle, surtout le plus luxueux sur le prix, mais bon, vous avez moins 10% sur les 3 modèles que Pierre a présentés tantôt. Merci à tous. J'espère que la nouvelle plateforme de webinaire vous plaît quand même aussi. Merci Pierre pour votre temps et à très vite. À très vite. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.